Après les arts déco de Paris, j'ai terminé donc mon cursus en faisant un court-métrage d'animation. Par la suite, j'ai continué à faire des courts-métrages et puis aussi à travailler pour des séries d'animation et finalement, je trouvais que c'était pas très spontané en fait c'est-à-dire que le chemin pour aller de l'idée jusqu'à la fabrication, de la chose, il fallait trouver des financements, il fallait trouver une équipe, un studio et en fait, c'était pas parfois le temps de trouver tout ça, on était passé à autre chose. Donc finalement, je me suis orienté plutôt vers l'illustration et la BD et c'est d'ailleurs ce que je fais maintenant, à temps plein et je suis très content, voilà. Oui, alors c'est vrai que alors on est quand même beaucoup dans la BD à travailler enfin il y en a beaucoup qui travaillent sur Photoshop, mais plutôt pour les couleurs. J'en connais aussi certains qui dessinent sur Photoshop. Par contre, j'utilise Illustrator, qui est un logiciel de dessin vectoriel et ça par contre on est très peu à l'utiliser, quoi. À ma connaissance, je crois qu'on doit être, 4 ou 5. Et d'ailleurs, je trouve ça assez curieux parce que pour moi, c'est un outil vraiment génial. C'est en fait une manière de dessiner des formes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traits, c'est-à-dire qu'on dessine directement des formes. Ensuite, on les imbrique les unes dans les autres, on les fait passer les unes derrière des autres, un peu comme du papier découpé. Et au final, ça fait donc eh bien, ça fait des jolis dessins. Oui, alors c'est vrai qu'on parlait beaucoup du retour de la BD érotique depuis l'album de Zep, mais moi ça fait quand même depuis 2002 que je fais Péché Mignon, donc alors je sais pas si on peut considérer que c'est le retour de la BD érotique, mais c'est vrai qu'en tout cas dans les années 90, il y avait un vide à ce niveau-là, et dans les années 80, la BD érotique c'était plus soit vraiment érotique dans le sens vraiment destiné uniquement aux hommes et avec pour but de se rincer l'œil. Enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'était ça. Ou alors c'était de la BD érotique qui était plus dans l'esprit des années 70, c'est-à-dire anticonformiste, vraiment faite pour provoquer, pour choquer. Et en tout cas, la BD érotique telle qu'on la découvre maintenant avec Fluide de l'amour, c'est plutôt ça s'adresse plus au même public. Déjà, c'est un public un peu plus féminin, et ça raconte plus les déboires, la vie de tous les jours, enfin, la sexualité de tous les jours des couples ou des gens seuls, avec toujours beaucoup d'humour, mais effectivement, en tout cas en ce qui me concerne, il y a la composante mignon, donc de péché mignon, qui me permet en tout cas moi de parler de sexualité et même parfois d'aborder des choses vraiment trash, mais justement le côté mignon des personnages permet d'aller encore plus loin. Disons que depuis très longtemps, j'avais envie de faire autre chose que Péché Mignon, parce que j'ai d'autres choses à raconter. Mais après, la question, c'est de savoir quoi et à quel moment. Et souvent, il y a besoin d'une petite étincelle pour déclencher quelque chose. Et cette étincelle, c'était Frédéric Nifle, le rédacteur en chef de Spirou, qui m'a demandé, il y a 2 ans, à l'été 2008, qui m'a demandé de faire la couverture du spécial Halloween. Alors moi je me souviens, j'étais en vacances, puis je disais mais pourquoi tu me demandes ça? A priori c'est pas, enfin en tout cas c'est pas ce que je montre, c'est pas le genre d'univers que je montre dans ce que je fais. Et il m'a dit oui mais j'aimerais bien voir. Et en fait moi ça m'a déjà enfin ça m'a fait plaisir vraiment qu'il me demande ça. Et je me suis appliqué parce qu'en plus, faut savoir qu'avant quand j'étais ado, je dessinais énormément de monstres et c'était un univers qui à la fois m'était familier et qui me faisait plaisir. Donc je me suis vraiment appliqué et c'est en voyant le résultat qu'il m'a dit bah écoute c'est super, pourquoi est-ce que ça te dirait d'en faire un album? Moi j'ai dit bah d'accord, et là j'ai commencé un peu à cogiter. Alors je voulais pas faire vraiment forcément tomber dans le fantastique, je voulais quand même qu'il y ait un pied dans la réalité. En l'occurrence je trouvais ça amusant de mixer à la fois l'univers des monstres et l'univers du bureau. Et c'est comme ça qu'est né Zombilenium. D'ailleurs, on retrouve les personnages. Alors, Gretchen a un peu changé, mais on retrouve tous les personnages que j'ai gardés pour l'album. Je dirais les seules contraintes évidemment dans Spirou, sachant que c'est lu par des enfants, donc il n'y a pas de sexe, mais bon ça va, je peux quand même me retenir de faire des scènes de sexe, enfin, c'est quand même pas une contrainte. Et puis surveiller un peu son langage, quoique, sauf si vraiment c'est justifié, on peut éventuellement, on peut mettre merde, on peut mettre putain, mais bon, il faut que ce soit justifié, il faut faire attention. À part ça, il n'y a aucune contrainte, et par contre, notamment, Zombilenium, et malgré le fait qu'il y ait un peu d'humour, est quand même une série assez sombre,
même au niveau des décors, du contexte, des personnages et aussi de ce qui leur arrive. Bon, c'est quand même des personnages qui meurent et qui se retrouvent prisonniers d'un parc d'attractions, donc c'est pas c'est quelque chose d'un peu tragique. Et là, pour le coup, je trouve que c'est quelque part, c'est pour moi peut-être plus adulte que Péché Mignon, dans le sens où Péché Mignon, c'est du sexe, mais vu avec un regard d'enfant, finalement, avec des personnages qui ressemblent à des enfants. Et Zombielenium, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est des personnages, enfin c'est des monstres, donc a priori quelque chose destiné aux enfants, mais qui évoluent dans un univers d'adultes, un univers de bureau, avec des contraintes, avec une hiérarchie de bureau. Curieusement, pour moi, c'est finalement une série plus adulte que Péché Mignon. La première référence, c'est The Office, la série, en fait, alors que ce soit la version US ou anglaise, peu importe, d'ailleurs, elles se ressemblent beaucoup. Ça, c'est pour l'univers du bureau. Parce que c'est justement, il fallait contrebalancer. Je voulais vraiment une autre composante que seulement les monstres. D'ailleurs, je suis pas du tout un fan de films de zombies ou de vampires. Enfin, c'est un genre voilà, qui m'attire pas tant que ça, sauf quand il y a une autre composante. Alors là, par exemple, je pourrais parler de Freaks, qui est un film avec des monstres, mais quand même avec un message derrière qui est très fort, c'est-à-dire qui sont vraiment les vrais monstres. Et en fait, finalement, il s'avère que ce sont les gens normaux. Il y a aussi un autre film qui est très beau qui s'appelle Morse. Le nom anglais c'est Let the Right One In. C'est un film suédois avec un petit garçon qui rencontre une petite fille vampire, avec une amitié très forte qui se noue entre les deux. Et là, on a un super beau mélange entre le fantastique et un univers très réaliste, parce que ça se passe dans la banlieue de Stockholm, dans une banlieue un peu ouvrière. Et je trouve que là, c'est vraiment réussi. C'est-à-dire que du coup, ça c'est réussi à tous les points de vue, au point de vue social, au point de vue fantastique, au point de vue du lien entre les personnages. Et à la limite, ce que j'essaye de faire avec Zombielenium, c'est de me rapprocher le plus possible de ce qui est réussi dans ce film-là. Moi, je cherche plutôt à jouer avec les clichés. D'ailleurs, les personnages de Zombielenium, bon, ils n'ont pas des têtes. Euh, enfin, au niveau du design des personnages, j'ai pas cherché à faire absolument le plus original possible. Le vampire a une tête de vampire hollywoodien des années 50. Bon, le squelette a une tête de squelette. La momie, idem. Le loup-garou, il est pareil. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment des têtes de clichés de l'image qu'on se fait communément des monstres, en fait. Et en revanche, ce qui vient contrebalancer ce cliché, c'est leur personnalité et ce qui leur arrive. C'est-à-dire que voilà, ils cohabitent, ils travaillent ensemble, ils payent leurs impôts, ils vont travailler le matin. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'ils ont une vie complètement banale et voilà, j'aimais bien ce décalage aussi. Alors Zombielenium, oui, bien sûr, c'est un. Alors il se trouve que je cherchais un titre un peu plus original que Zombie Park ou Halloween Land, parce que j'avais peur que ça existe déjà. Déjà, j'ai échappé belle avec Zombieland. Et puis deux, je voulais sortir de tout ce qui peut exister comme nom avec Halloween, avec tout ça. Et en fait, il se trouve que quand j'ai démarré l'album, j'étais en train de lire Millennium, la trilogie de Stieg Larsson. Et, euh, et puis j'aime bien le nom de Millennium et je me suis dit, tiens, je cherchais des préfixes, des suffixes et j'ai assemblé Zombielenium et je trouvais que ça sonnait bien. En fait, c'était surtout ça que je voulais. Et alors, il y a un autre rapport aussi avec cette trilogie, c'est le personnage de Lisbeth Salander qui, pour moi, est très proche du personnage de Gretchen. C'est-à-dire que. Et en même temps, très proche aussi. Alors, autre petite anecdote, il se trouve que Gretchen est inspirée d'une amie à moi euh, à laquelle je pensais déjà en lisant Millennium. Donc il y a un peu une espèce de trio de personnages comme ça qui s'est formé dans ma tête. Et donc voilà, donc c'est évidemment ça n'a aucun rapport avec l'histoire de Millennium, si ce n'est ce personnage de fille un peu rebelle, un peu antipathique au premier abord, qui parle pas beaucoup, qui est un peu dans son monde. Donc là, j'ai écrit le tome 2. Je sais vaguement aussi ce qui va se passer dans le tome 3. Notamment aussi
concernant Gretchen, c'est-à-dire que je sais vraiment maintenant ce qu'elle veut exactement, son but, et ça c'est très important parce que ça va déterminer justement la suite, et puis ce que va devenir aussi Aurélien, qui va, bon ça ce sera déjà dans le tome 2, mais il va commencer un peu à monter en grade, et, euh, et voilà. Mais donc il y aura, je pense qu'il y a surtout 3 personnages. Il y a Francis, Aurélien, Gretchen, que eux, à mon avis, on retrouvera tout au long. Les autres, bon, les autres, ça dépend. Il y en a qui, c'est marrant parce que les personnages, finalement, d'eux-mêmes, se rendent utiles ou pas. C'est-à-dire que le personnage de Blaise, le loup-garou, bon, je ne l'ai pas vraiment trouvé drôle pour l'instant pour le tome 2 parce que je pense que c'est un personnage plus secondaire. Et il y a des personnages comme ça, par contre, qui deviennent indispensables, et ça aussi, ça permet de construire toute la suite de la série. Donc oui, forcément, oui, je sais comment tout va se terminer, et je sais ce qui va se passer dans les tomes 2 et le tome 3. Voilà. Mais par contre, je ne sais pas combien il y aura de tomes.